propose d'ouvrir la parole à tous les intervenants si vous souhaitez poser des questions sur les présentations qui sont passées ce matin ou interagir les uns avec les autres. Et puis, si vraiment après, il nous reste du temps, peut-être si quelqu'un dans les participants souhaite lever la main pour poser une dernière question. Mais déjà, on va donner la parole à tous les intervenants qui souhaitent interagir. Oui, je voulais proposer pour orienter un peu cette table ronde, dont le sujet est bien évidemment la protection des ruchers. Déjà de rappeler à l'ensemble des auditeurs qu'on aura une intervention sur l'organisation de la lutte, parce qu'on a quand même pas mal de questions qui sont posées à ce niveau-là. On est bien entendu à deux niveaux d'intervention. Là, la protection des ruchers et ce sont des interventions qu'on peut mettre en œuvre au niveau individuel, en fonction des niveaux de prédation devant les ruches. Et ça peut être une question. Je pense que en termes de mise en œuvre, c'est une question sur laquelle on peut revenir. À quel moment agir et quels sont les moyens finalement les plus efficaces au niveau individuel. Je rappellerai juste la publication d'une fiche sur le frelon asiatique dans le guide des bonnes pratiques apicoles de l'Institut de Label, à laquelle ont participé Quentin et Sophie, et puis qui doit être aujourd'hui encore mise à jour parce que ça évolue tout le temps. Mais c'était un premier essai de mise à plat des solutions opérationnelles. Voilà, donc peut-être qu'on pourrait commencer par là en termes pratiques. Protéger son rucher à partir de quand et finalement, qu'est-ce qu'on aurait comme moyen efficace? Est-ce qu'on a des éléments? Alors, Quentin, tu nous as montré un très chouette graphe sur le niveau de pression et l'arrêt ou en tout cas la réduction d'activité des colonies. Je pense que là, on a un élément pour prendre une décision. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on peut évaluer la pression sur un rucher, par exemple? Alors, pour évaluer la pression sur un rucher, nous, ce sur quoi on se basait, c'était le nombre de frelons qui sont présents en vol stationnaire à un instant donné, c'est-à-dire en passant sur son rucher, quand on arrive, combien il y a de frelons en même temps sur une seule ruche. Et nous, ce qu'on conseille, c'est d'équiper les ruches de muselières quand il y a plus de 4 frelons, parce qu'à partir de ce moment-là, il y a déjà une baisse d'activité des ruches, et mettre la muselière permet de contrer ça. Après, voilà, c'est sûr que c'est pas, on peut laisser un peu plus. Ça dépend aussi, aussi des abeilles. Il y a certaines ruches qui vont maintenir une activité, d'autres pas. Il y a d'autres qui vont être plus sensibles à la présence des frelons. Donc c'est aussi une observation qui doit être faite par les apiculteurs. Est-ce que leurs abeilles maintiennent une activité normale ou est-ce qu'elles sont vraiment perturbées par la présence des frelons? En termes de comportement des colonies, effectivement, on parle souvent de cet amas défensif, voire de ce retrait qu'il peut y avoir à un certain niveau de prédation. Est-ce que l'un de vous peut donner plus de détails là-dessus? Parce qu'on peut avoir différents types de comportements des colonies en face d'une grosse pression de frelons. Bah oui, oui. En fait, effectivement, on a des ruches qui vont totalement arrêter leur activité à partir de 2 frelons. On en a d'autres qui vont maintenir une activité alors qu'il y a 15 frelons devant la ruche. Et ce qu'on a démontré, c'est ça, c'est que finalement, c'est le comportement de paralysie qui a un impact important, surtout quand il est en faible pression de prédation. On se rend compte que ça peut être très grave assez rapidement, mais souvent, c'est des ruches qui vont déjà mal et qui sont un peu plus fragiles, quoi. Mais ça, oui, je sais plus si Denis Thierry avait finalement répondu là-dessus, parce qu'il me semblait que Karine Monceau travaillait là-dessus, enfin avait un projet dessus, je sais pas ce que ça a pu donner. Je vais voir si, en fonction de la souche d'abeilles, on avait des souches qui étaient plus efficaces, enfin qui réagissaient mieux face aux frelons ou pas. Moi, je voulais juste dire qu'on a dans nos ruchers des ruches très, très diversifiées, et notamment
on a des essaims, soit les essaims de l'année, soit de l'élevage que l'on fait avant la période où le frelon vient faire les dégâts. Et donc, c'est très important de surveiller et de protéger les petites colonies. Parce qu'on a repéré qu'effectivement, le frelon allait beaucoup plus facilement sur soit des boîtes habituelles pour les élevages, soit sur les essaims qui sont encore à 3-4 cadres à l'intérieur. Donc ça, c'est important, même sur cela, de mettre des museliers. Si, si, si je prends un peu de recul, pardon, euh, sur les discussions de ce matin, je pense qu'il y a un élément important qui a été soulevé, c'est évaluer le coût et les bénéfices des actions qui sont mises en place. Voilà. Alors, on reste bien entendu au niveau individuel de protection des ruchers. La question se posera bien évidemment sur l'organisation de la lutte au niveau des territoires, point qu'on devra aborder demain après-midi. Pour le moment, en termes de coût-bénéfice, on parle de coûts en temps apiculteur, hein, en particulier, sur la mise en place et l'entretien des dispositifs, mais aussi de coûts environnementaux. Alors, on a eu une question sur la sélectivité des pièges, voilà, et en particulier un piège dont on parle beaucoup, le piège Javepro. Voilà, on a des éléments sur les différentes sélectivités qu'on a sur les pièges. Alors, c'est une question que je pose de manière un peu naïve parce que vous connaissez un peu la réponse, mais je vous laisserai y répondre chacun de votre côté. Sur le JBProd, hélas, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été réalisées au printemps. On avait mené une étude, hélas, on n'a eu que 13 participants au printemps de 2021. Et parallèlement, le GDS 26, je crois, et 09 ont mené une étude similaire où ils ont un petit peu moins de ruchers avec le même protocole et on est tous arrivés à une sélectivité de 70%, c'est-à-dire 70% de frelons asiatiques dans les pièges, ce qui est plutôt meilleur que la majorité des pièges bouteilles qui sont à 1% de frelons asiatiques, voire 4% s'ils sont placés avec un appât cirier. Après, le problème qu'il y a, c'est le nombre de captures. Nous, sur nos 300 relevés, on a 19 frelons capturés. Je crois qu'on était à 0,06 frelons par piège. Et c'était un peu meilleur pour le GDS 26. Donc, ça capture quand même beaucoup moins. Un piège bouteille avec de la bière, on est à 75 frelons par piège. Donc, ça capture beaucoup plus. Mais du coup, l'impact environnemental est aussi beaucoup plus important. Donc c'est la question du piégeage, elle est quand même, enfin de son impact, elle est quand même toujours assez délicate. Est-ce qu'il faut me mettre des pièges qui sont plus sélectifs mais qui capturent peu, ou des pièges qui sont peu sélectifs mais qui capturent beaucoup? Ça c'est un peu compliqué. C'est sûr que moi j'aurais tendance à dire qu'il faut mieux avoir un impact minimal sur l'environnement, donc capturer peu, mais dans ce cas, est-ce que c'est efficace? Difficile à dire. Disons qu'il faudrait plus d'études sur le sujet et d'études rigoureuses avec beaucoup de participants pour pouvoir conclure. La question aussi reste d'observer réellement une baisse de pression de prédation devant les ruches par la mise en place des dispositifs. Puisque là, l'objectif pour le piégeage, c'est bien de réduire la pression ou de maintien de l'activité. Voilà. Si je peux partager mon expérience, donc moi, dans mon département Charente-Maritime, j'ai vu arriver le frelon asiatique en 2008. Dès 2008, en fait, j'ai mis en place plusieurs mesures de contrôle du frelon asiatique. J'ai essayé plusieurs pièges. Comme ça a été dit précédemment, moi, j'ai vu aucun effet concrètement sur la prédation depuis 2008 sur tout ce que j'opère, avec voilà, une intensité de pression sur les ruches. Donc voilà, comme là, j'avais rien qui répondait à mon cahier des charges, voilà, c'est pour ça qu'on a travaillé un petit peu différemment. Alors, j'ai aussi eu pas mal de questions au niveau réglementation et obligations d'intervention pour destruction des nids. Donc, je vais faire peut-être un petit rappel sur la réglementation qui encadre le frelon asiatique et ses conséquences en termes de responsabilité d'intervention.
C'est à moi que tu posais la question. Je sais pas si, ouais. Ou si Sophie, si tu veux répondre. Question réglementation. Le frelon, il est classé actuellement danger sanitaire de 2e catégorie pour l'agriculture, enfin dans le code de la rurale, mais il va y disparaître puisqu'il est pas on s'harmonise avec l'Europe et en Europe, le frelon n'y est pas. Par contre, il est classé au niveau européen comme espèce préoccupante pour l'Union européenne. Et il est classé au niveau du code de l'environnement comme nuisible à l'environnement. Et ces classements, du coup, autorisent, si le préfet classe localement, enfin ça renvoie toujours aux collectivités, hélas, si le préfet classe le frelon en nuisible dans son département, il peut rendre obligatoire la lutte, même sur les terrains privés, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un financement pour ça, et ça ne veut pas dire que la personne qui est propriétaire du terrain n'a jamais obligation de payer une destruction sur son terrain. Donc on ne peut pas obliger quelqu'un à payer, mais on peut rendre la lutte obligatoire, donc c'est un peu, ça veut dire qu'il faut trouver des crédits derrière. Et actuellement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de préfectures qui aient rendu la lutte obligatoire contre le frelon asiatique. Parce que voilà, c'est quelque chose d'un peu, à mon avis, un peu compliqué à mettre en place. Donc aujourd'hui, voilà, il n'y a aucune obligation de destruction globalement du frelon asiatique et de CENI. Et on ne peut pas faire pression, il y a hélas des endroits où ça se passe, pour que des gens détruisent les nids qui sont installés chez eux à leurs frais et voir si on les paye. Mais en général, il n'y a aucune obligation à le faire. Dans le Val d'Oise, nous avons probablement pas le préfet le meilleur par rapport à ça, mais nous sommes bien organisés et la plupart des collectivités locales, que ce soit des communautés d'agglos ou des communautés de communes, participent au financement. Donc, ça veut dire que les riverains qui voient un nid, même si c'est chez leurs voisins, préviennent la mairie, qui prévient un référent qui va sur place pour voir que c'est bien du frelon asiatique. Et à partir de ce moment-là, on a des conventions types qui permettent de faire à la fois sensibiliser les riverains et le propriétaire de l'endroit, mais aussi permettre que ce soit des désinsectiseurs qui ont le bon savoir-faire qui interviennent et non pas utiliser un paintball dans une cour d'école maternelle, comme on l'a déjà vu. Alors, j'en profite, je suis toujours sur le forum questions-réponses. On va peut-être pouvoir apporter d'autres réponses. À savoir, vous pouvez aussi, en tant qu'intervenant, taper vos réponses ou répondre en direct en les sélectionnant directement dans la fenêtre questions et réponses. Alors, en formation rucher école, on répète qu'il faut sélectionner les abeilles douces pour travailler au rucher. Est-ce qu'il y a un lien avec la sensibilité des colonies aux attaques de frelons? Hélas, on n'a aucune réponse là-dessus. C'est pas parce qu'elles sont douces envers l'homme qu'elles sont douces envers le frelon et inversement. Il faudra une étude un peu plus poussée et c'est pour ça que j'espérais que Denis Thierry pourrait apporter peut-être même un résultat préliminaire de Karine Monceau, mais du coup, il n'a pas l'air d'être là. Oui, la question sur la sélection de colonies apportant des réponses défensives aux frelons a été aussi posée par ailleurs. Non, aujourd'hui, on n'a pas d'avancée déterminante dans ce sens-là. Pour préciser sur la douceur des colonies, il faudrait savoir de quoi on parle, il faudrait définir et pouvoir mesurer qu'est-ce que c'est que la douceur des colonies. C'est vrai que quand on est correctement formé et qu'on approche ces abeilles dans le respect, on ne déclenche pas d'attaque, ce qui est différent avec un prédateur en action. Voilà, donc si on n'arrive pas à définir plus ce que c'est que la douceur, on ne pourra pas répondre. Après, j'ai vu qu'il y avait quelques questions de biologie. Par rapport au cycle de vie, en fait, les sexués ils vont apparaître en septembre. Les mâles, ils apparaissent à partir de mi-septembre. Après, la reine, elle va pondre des œufs qui vont donner les femelles et elle meurt. Et les sexués, donc, ils vont quitter les nids par vagues entre octobre et novembre.
et ils vont jamais revenir au nid. C'est la particularité des sexués, comme ils ne vont pas mener d'activité pour la colonie, ils sont là juste pour se reproduire. Et donc, une fois qu'ils sont matures, ils sortent de la colonie, ils vont s'accoupler dehors et ils reviennent jamais. Et après, par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est combien de temps ils vont errer dans l'environnement avant d'entrer en diapause, entrer en dormance en fait pendant l'hiver. C'est pas forcément lié à la température. Il y a des espèces de guêpes où les reines elles entrent en hibernation dès le mois de septembre alors qu'on est encore en été. Donc, on ne sait pas encore trop à quoi c'est dû. Mais en tout cas, voilà, les sexués reviennent jamais au nid, donc c'est pour ça que c'est un peu inutile de détruire les nids à partir du mois de décembre si on veut tuer un maximum de reines. Une question sur le risque d'introduction du frelon pour d'autres territoires, en particulier les territoires outre-mer. Est-ce que c'est envisageable Quand je regarde les cartes qu'on avait fait il y a longtemps, mais dans mon souvenir, c'est quand même assez faible malgré tout. Mais en tout cas, pas depuis la France, pas depuis la population qui est présente en France et qui est en fait une sous-espèce de frelon asiatique, de Vespa vellutina, qui est plutôt adaptée au milieu tempéré. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espèces de frelons qui peuvent être introduites dans les dom-toms. Il faudrait que je vérifie, je regarde rapidement. Et je répondrai plutôt peut-être dans les questions-réponses. Et peut-être, Quentin, tu pourrais répondre aussi à la question de comment différencier les mâles, les ouvrières et les fondatrices. Alors, les mâles, ils sont très faciles à différencier quand on a peut-être quand même un peu l'habitude. Le premier critère, c'est qu'ils ne piquent pas. Donc, si vous les attrapez, ils ne piqueront pas. C'est peut-être pas le plus agréable, mais c'est le plus efficace. Sinon, ils ont les antennes qui sont un peu plus longues, qui sont crénelées, et surtout, sous l'abdomen, dans les derniers segments, le dernier segment, ils ont 2 petites taches jaunes, alors que les ouvrières, c'est marron, c'est un marron foncé. Et par contre, différencier les reines des ouvrières, au printemps, c'est facile parce qu'en fait, les premières générations d'ouvrières sont mal nourries, donc elles sont toutes petites. Donc elles font la taille d'une grosse guêpe, enfin, même pas, d'une petite guêpe, elles font 17 mm maximum. Et une fondatrice, elles peuvent atteindre 3 cm, même dépasser un peu 3 cm. Par contre, à l'automne, on n'a pas de moyen de les différencier, à part par le poids aujourd'hui, ou alors par des mesures extrêmement poussées qui ont un biais en fait, observateur plus important que ce qu'on observe entre les individus. Donc c'est un peu compliqué, donc c'est uniquement par le poids aujourd'hui qu'on arrive à les différencier, et encore, il faut qu'elles soient matures. Donc c'est pas forcément évident. Est-ce que il y a il me semblait que Karine avait commencé à travailler là-dessus. Est-ce que, en fonction de la souche d'abeilles, on avait des réactions différentes face aux frelons asiatiques et par exemple, est-ce que les abeilles douces comme le bugfast réagissaient bien face aux frelons asiatiques, ou est-ce qu'il valait mieux par exemple conserver plutôt des abeilles noires agressives, ou est-ce qu'il n'y avait aucun lien? Oui, il y a des différences. On a été confronté à un très gros problème, c'est qu'on n'a aucune souche qui est pure. On les a fait toutes génotypées, nos souches. Même les noirs qui étaient prétendument des noirs. Alors déjà, morphologiquement, c'est vrai, bon, on les a fait génotyper parce que morphologiquement, ça craignait un petit peu quand même, hein. Donc, on a demandé à Lionel Garnery de nous les génotyper et on a pour plus de 62%, 65% de pureté par souche. Donc, ça nous pose un gros problème de traitement de données. Parce qu'en fait, les différences qu'on a entre, je vais dire, colonies, hein, qu'on croyait des différences entre souches, eh ben, on ne sait pas trop à quoi les attribuer vraiment. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a eu des colonies qui sont plus défensives que d'autres, ça c'est clair. Et comme je disais dans mon exposé, on pensait a priori que ce seraient les noirs qui seraient plus défensives, et non en fait. Voilà. En tout cas, les bugfast. Alors, et quand je dis on a eu des problèmes de pureté, alors là, le pire, ça a été ce qui nous a été vendu comme colonie pour des bugfast. Alors là, il y a de tout dedans. Et par rapport à l'agressivité envers l'apiculteur, enfin envers l'homme, est-ce qu'il y a un lien entre l'agressivité des abeilles envers son apiculteur et un lien entre les défenses avec les abeilles? Ça, nous, on ne l'a pas mesuré. On l'a pas mesuré. Alors actuellement, on est dans la situation parce que bon, les manips sont terminées. L'autre petit problème qu'on a eu, c'est que Célia, qui était en postdoc, s'est fait embaucher en poste permanent chez M2I. Donc, elle n'a plus vraiment le temps. On a tout un tas des quantités faramineuses de vidéos à traiter qu'on est en train de traiter, mais bon, ça va prendre un certain temps quand même.
L'agressivité envers l'apiculteur, on ne l'a pas testé, hein. Alors, par contre, ce qu'on a fait, c'est des comportements d'agressivité, chiffon rouge, des choses comme ça. Mais enfin, ça, c'est pas tout à fait pareil quand même. Alors, il y a deux questions que j'ai relevées, peut-être pour finir. Un retour sur la question du marquage des pièges. Est-ce qu'on a, alors je l'ai posé tout à l'heure, j'ai plus souvenir de quelle manière vous aviez répondu, mais est-ce qu'on a des connaissances sur les odeurs ou les marqueurs qui font que des pièges peuvent être plus attractifs lorsqu'ils ont été fréquentés? C'est revenu, donc je me permets de la reposer, peut-être qu'il a déjà été répondu. Bon, moi, je peux apporter un élément de réponse. On l'avait testé, ça, dès le début. Je ne sais pas si tu te souviens, Quentin, quand Navel Maher était en postdoc, au début du projet, je ne sais plus comment il s'appelait, hein, le premier projet qu'on avait ensemble. Alors. On n'avait pas trouvé de marquage chimique, alors bon, ça peut évoluer. Par contre, ce qui était clair, c'est qu'on trouvait qu'il y avait un effet amorçage du piège quand on mettait alors donc visuel, quand on fixait en particulier des cadavres ou des insectes vivants collés à la colle sur le piège. On trouvait que ça attirait mieux. Donc, visiblement, il y a une agrégation qui est visuelle en tout cas. Ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir un effet odeur. Mais l'effet odeur, a priori, il n'est pas forcément agrégatif, hein. On peut imaginer qu'il soit répulsif aussi. Donc, c'est un peu compliqué. Mais c'est clair que pour amorcer les pièges, ouais, quand on collait des frelons, et puis il y avait un effet quantité qui était assez net, hein. Plus on en mettait, plus ça capturait. Merci. Et en parlant de lutte à nouveau, pas mal de questions sur les nématodes. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu l'état des recherches sur l'emploi des nématodes? Je sais pas, Denise. Mais après, vous faites des recherches sur les nématodes? Enfin, moi, non, c'est vous. J'ai l'impression. Non, nous, il n'y a rien de plus. C'est vous qui avez fait ça avec qui a été fait. En fait, c'est dans juste. l'état de l'art, je veux dire. Aujourd'hui, il y a eu 3 nématodes qui ont été trouvés la même année, qui nous sont remontés, qui étaient de 2 endroits différents. Mais le problème, c'est que c'est ce qu'on détaillait dans la publication, c'est qu'au final, ces nématodes, cette espèce-là précisément, avait déjà été testée pour essayer de réguler la guêpe germanique en Nouvelle-Zélande, et qu'ils avaient montré que malgré le fait que ce soit un nématode qui en fait se retrouve dans des hôtes qui sont chassés par les frelons et qui sont partagés entre plusieurs larves, les niveaux d'infestation d'une colonie n'étaient jamais suffisants pour même réguler la population d'une colonie. Il y avait une petite baisse de population, mais ça ne jouait pas sur sa survie ni sur sa capacité de reproduction. Donc en fait, c'est quelque chose qui a été abandonné en Nouvelle-Zélande. Donc surtout qu'en plus, c'est quelque chose... les proies qui peuvent être hôtes de ces nématodes, c'est des proies qui sont très très rares chez le frelon asiatique, c'est des insectes aquatiques, donc c'est vraiment exceptionnel. On a vraiment eu de la chance d'en trouver et je ne sais même pas pourquoi, on en a eu 3 la même année et plus rien. Mais on ne sait jamais, il y en aura peut-être d'autres, mais il y a peu de chances que ça prenne en fait. Peu d'espoir de solution applicable de ce côté-là. Ouais, alors pour compléter, parce que nématode ou à peu près n'importe quel ennemi ou infection, il y a une différence entre le trouver, je crois que vous les aviez trouvés dans des fondatrices comme ça, ou des nids que vous aviez sacrifiés, non? Non, nous, c'était des ouvrières qui avaient été capturées, qui avaient été Ouais, tuées donc en fait, bestioles. au rucher. Voilà, et en fait, quand elles ont été tuées, dans ce cas, comme ça fait, comme les gordias. Enfin, en général, les nématodes, quand l'insecte meurt, ils essaient de se barrer. Donc, ils sortent de l'hôte avant d'être matures. Et c'est là que c'est arrivé. Il y en a 3 qui ont été capturés la même année. Ouais. Je crois que Parce tous étaient qu'en fait, en entre trouver un parasite qui soit nématode ou que ce soit une taquinaire ou que ce soit un champignon ou que ce soit un virus dans des bestioles comme ça qui peuvent être des ouvrières ou des fondatrices, bon, ok, ça on va en trouver pas mal, je pense. Mais après, la question, c'est comment se faire propager ça à la colonie, comment ils peuvent s'infecter les uns les autres et est-ce que ça peut avoir des vertus biologiques. C'est là qu'il y a un gap, un grand écart à franchir et qui n'est pas simple, hein. Parce que nous, c'est pareil, ce qu'on a commencé sur les champignons pathogènes, bon, c'est parti un petit peu de hasard, hein. On trouve des bestioles qui sont infectées, bon, puis c'est vrai qu'on sait que c'est des agents biologiques qui ont un gros potentiel, mais après, il faut arriver à faire passer ça à la colonie, il faut infecter les galettes entières, un nid entier, donc ça, c'est ça qui est un petit peu plus compliqué, quoi. Très bien, donc je pense qu'on va pouvoir conclure cette matinée maintenant. Donc, je tiens à remercier
tous les intervenants pour le temps consacré pour cet événement et pour leur présentation. J'espère que pour tous les participants, ça vous a éclairé un petit peu sur le sujet du frelon asiatique, apporté des éléments de biologie, apporté des informations sur où on en est à l'heure actuelle sur la protection des ruchers. On avait une demi-journée, donc forcément, on n'est pas exhaustif sur le sujet, mais voilà, on a essayé d'apporter des éléments de réponse ou du moins des informations si ça ne répond pas aux questions. Donc, si personne d'autre n'a de questions à rajouter, je le rappelle dans la section questions-réponses, je pense qu'on on va conclure l'événement et quitter la réunion. Donc, rendez-vous cet après-midi pour ceux qui le souhaitent. À 13h45, connexion pour la deuxième session de ce webinaire qui est consacré à la localisation des nids, aux solutions de localisation des nids et aux solutions de destruction. Donc voilà, merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon appétit à tous. Au revoir.